Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les week-ends pour un nouveau numéro de Lino Café. Comme d'habitude, un invité d'exception avec moi ce matin. Fadiata, bonjour. Bonjour Lino. Alors Fad, tu connais les règles du jeu, hein? Oui. Je ne sais rien sur toi, donc je vais en apprendre. Je pense, enfin j'espère du moins ne pas te décevoir. Des rouges et des pas mûrs. Voilà, des rouges Ou et des vertes. Des vertes. Maintenant c'est d'actualité le vert. C'est une belle couleur. C'est une belle couleur le vert. Ouais, même en automne. Ah bon, ça va, j'ai compris tes goûts déjà alors. Alors la question que je pose à tous les invités, la première, qui es-tu Fadiata? Je pense être le fils de mon père et de ma mère. De ma mère, j'en suis sûr. De mon père, je l'espère. En tout cas, je porte son nom avec fierté. Je suis le fils de Ali Yatza, que Dieu ait son âme, et de Rosalie Rogel, elle aussi rappelée à Dieu il y a quelques années. Et puis, voilà, je suis le premier jumeau. J'avais un frère jumeau, Allah yarhamou, Nadir, qui est parti lui aussi il y a assez longtemps. Et deux autres sœurs, Leïla et Samia. Voilà. Nous étions une famille de 4 enfants. Il n'y en a plus que 2 sur Terre aujourd'hui. Ouais. Alors, ton premier souvenir d'enfance, c'est quoi exactement? Alors, c'est à la maison, c'est à l'école, ça remonte à quel âge plus ou moins? Non, j'ai des souvenirs d'enfance, mais il y a un souvenir qui m'a particulièrement marqué. Et là, je peux revenir assez loin. C'est parce que, pour des raisons historiques, mon père étant en prison en France, ensuite exilé en France, nous sommes nés à Paris, moi, en juillet 52. Et ce n'est qu'en 59 qu'on a regagné notre pays, le royaume du Maroc. Et mon premier souvenir très très fort, on avait fait Marseille-Tanger en bateau. C'est l'entrée dans la baie de Tanger avec mon frère et de voir cette ville blanche sur des collines, sentir déjà, même avant d'entrer dans le port, les odeurs fortes, les senteurs de notre pays, entendre les bruits de la ville, etc. Mon frère et moi, je me rappelle, on était émerveillés. Mon père nous disait, quand on était en exil à Paris, que le Maroc, c'était le plus beau pays du monde et on ne savait pas ce qu'il voulait dire. Et là, cette première image de Tanger la Blanche, un matin d'été comme ça, c'est véritablement le premier fort souvenir de mon existence. Et vous avez quel âge? On avait 7 ans. 7 ans. 7 ans, voilà. Et c'était très, très fort. C'est bon, il y a ce qu'on appelle l'appel du sang, il y a l'appel de la terre aussi. Oui. Hein? L'appel de la terre et la réflexion sur des paroles qu'on entendait, parce qu'on vivait en France, on parlait français, ma mère, Dieu et son âme, était française, mais mon père n'avait cesse de nous dire « Vous êtes marocain, Tsoumam Gharba, vous êtes marocain ». Et quand on a vu Tanger, qui est en plus la ville d'origine de mon père, la ville de naissance de mon père, eh ben on s'est dit, il ne nous a pas bluffé le vieux. C'est magnifique. Ouais, ouais. Alors justement, comment expliquer ça? Parce que c'est quand même difficile à expliquer. Moi, ça m'est arrivé la même chose lorsque je suis allé en Sicile, lorsque je retourne en Sicile à chaque fois. Ouais. Et tu débarques de l'avion, et il y a quelque chose comme si une force attractive, tu vois, qui te... Je dis pas genre une force centrifuge, mais il y a quelque chose qui t'attire vers le sol. Est-ce que c'est dans le subconscient? Est-ce que c'est Moi, je pense que c'est dans le subconscient. Je pense les racines. Je sais pas si c'est très scientifique ce que je vais dire. Je suis pas né en Sicile, hein. J'imagine. C'est comme toi, donc tu n'es pas né au Maroc. Non, donc mais en arrivant à Tanger, j'avais le sentiment que j'étais chez moi. Voilà. Ouais. On est rentré chez nous. C'est chez nous, c'est le Maroc. C'est là où on va être. On va être. Et puis, mon père nous disait, il faut toujours comprendre une chose. Mieux vaut manger l'herbe de son pays que le pain des autres. Donc, on rentrait chez nous, voilà. Ouais. Alors, avant ce souvenir, la baie de Tanger, l'arrivée, la ville blanche, etc., tu as des souvenirs parisiens? Bien sûr. Bien sûr, j'ai des souvenirs parisiens, j'ai des souvenirs du métro, par exemple. On habitait une petite ville de la banlieue rouge. Où est-ce que vous habitiez exactement? On habitait à Ivry-sur-Seine, qui est ce qu'on appelait la ceinture rouge. C'est certain, vous n'avez pas habité à Neuilly quand même, ou dans le 16e arrondissement. Voilà, mon père était communiste, on habitait donc une banlieue ouvrière. Je me rappelle très bien, c'était la cité... Maurice Thorez, et c'était boulevard... Non, la cité Staline, boulevard Maurice Thorez. Donc tu vois, connotation chargée. Hein. L'identité de la ville était proclamée. Là, vous étiez bien chez vous. Là, voilà, oui, enfin, chez eux, mais ton papa était bien chez lui. En communauté d'idées. Donc, et bon, j'ai souvenir quand même d'une ville triste, assez sombre. J'ai souvenir de l'école de la maternelle. L'école primaire. Voilà, la maternelle. La maternelle. Tu as un souvenir de maternelle? Ouais. Je me rappelle très bien avec mon frère. J'ai souvenir de la cantine parce que
que déjà j'aimais bien manger et j'aime pas tellement souvenir des études, ce qu'on nous apprenait à l'école, pas tellement. Mais qu'à midi, on mangeait bien, ça j'ai souvenir. J'ai souvenir des colonies de vacances aussi, voilà. Puis le zoo de Vincennes, la Tour Eiffel, il y a des trucs comme ça qui me marquaient quand j'étais petit. Mais on sortait pas souvent, de toute façon, on sortait pas souvent. Tu te souviens de nom d'instituteur, d'institutrice? Oh non, non. Non? Non, non, non. T'as pas marqué? Non, non. La première institutrice dont je me rappelle le nom, c'était à Casablanca au début des années 60. C'était Madame de la Soudière. Oui. Voilà. Le mari était assureur. Exactement. Un des fondateurs du CAF. Voilà, trésorier du CAF. Trésorier du CAF. Et il était à la section rugby. Voilà. Le monde est petit. Jean de la Soudière. Et j'ai rencontré son fils. Alors là, Yvon, l'architecte. Oui, ouais, que je bravo. connais bien. Yvon, j'ai rencontré où? Ben, j'ai rencontré dans le sud, après Tiznit. Ben parce qu'il est né au Maroc, c'est des Marocains de cœur et ils ont d'ailleurs participé à leur manière à la lutte du peuple marocain pour l'indépendance, parce que c'était des gens politiquement engagés. Ils ont beaucoup aidé des militants nationalistes, progressistes, avant l'indépendance et après. C'était des gens bien. Ouais, voilà. Et ben, le monde est petit. Le monde, oui, ça, franchement, le monde est petit. Ouais. Madame de la Soudière qui était enseignante, c'est vrai. Oui, tout à fait. À l'école Ernest Renan, mais c'était à l'époque. Donc, vous ne restez pas à Tanger, vous venez à Casa? On vient à Casa. En fait, mon père avait une interdiction de séjourner. C'est des trucs un peu compliqués. C'est l'histoire du Maroc, tout ça. Mais on a été autorisé à nous établir à Casablanca au début de l'année 1960. Et on a habité à l'Oasis, un quartier que je n'ai jamais quitté. L'Oasis, voilà. C'est vrai. Ouais, que j'aime bien. Alors, ton père était, j'imagine, déjà dans la politique, bon, etc. Ouais. Donc, à l'époque, bon, il faisait pas bon être rouge, non? Ah oui, c'était... Être Ouidadi à la rigueur, mais... non, nous, effectivement, mais au risque de fâcher mes amis Rajaoui, mais la famille Yatta est une famille Ouidadi, de longue date. Oui. Ça, on ne peut pas trahir l'histoire. Mais oui, nous on était un peu marqués parce qu'on arrivait de Paris, on ne parlait pas le marocain, on ne parlait pas l'arabe, on se prétendait marocain, donc les gens nous regardaient, y compris dans la cour de l'école, on nous regardait de façon un peu bizarre, en plus jumeaux, voilà, c'était... Bon, c'était particulier. Dans une école du ministère de l'Éducation nationale? Non. Pas à la mission? Non, à la mission. À la mission. On était francophone, on n'était pas bilingue, malheureusement. Et donc, ta scolarité, tu l'as fait où exactement? Alors, j'ai fait à l'école Ernest Renan, jusqu'au CM2. Ensuite, j'ai fait mon secondaire au lycée Lyoté à Casablanca, mais avec quelques difficultés. J'ai pas été avec un ami commun? Oui, qui ça? Paolo? Oui, effectivement. effectivement. Vous étiez en classe ensemble? Exactement, exactement. Voilà. Paolo Cittadini, qui était longtemps directeur de la Chambre de commerce italienne. Tout à fait, tout à fait. Je me rappelle bien de lui. On était à Alors, est-ce que vous combinez déjà des petits tours lorsque vous les jumeaux à l'école? À l'école primaire. À l'école, pas à l'école, au lycée. Au lycée. Alors d'abord, vous étiez toujours en classe? On vous séparait? On nous séparait. Ah, je vais te raconter une anecdote. Ah, d'accord. Quand on est arrivé à Tanger, mon père nous avait amené à l'école. Il y avait une école, je ne sais pas quoi, internationale, ou l'école des notables, je ne sais pas quoi de Tanger, mais juste pour quelques mois. Et le directeur de l'école était un ami de mon père. Et donc, il nous reçoit avec mon frère et il dit, voilà, j'ai 2 classes du même niveau. Alors, qui veut aller avec mon fils? Et moi, j'ai cru que le fils, c'était un mec de mon âge. Je dis, moi, je me suis retrouvé avec l'instituteur le plus vache de l'école. Celle-là, je ne l'oublierai jamais. Mais bon, Nadir et moi... Le fils du Dirlo, ça peut aider. Ça peut aider. Je me suis trompé gravement. Mais à l'école, on n'a pas fait trop de bêtises et on n'était pas toujours ensemble. Les autorités pédagogiques, comme on les appelle, veillaient à nous séparer. Comme on les appelle aujourd'hui. Voilà. Mais ça ne nous empêchait pas d'aller dans la classe l'un de l'autre. Je me rappelle un jour Ah bon? Vous échangez en 4e. Et les profs n'y voyaient que du bleu? Oui, en 4e, je me rappelle en cours de musique avec un certain monsieur Lombroso. J'avais pris la place de Nadir et lui il était dans ma classe. Et tous les copains savaient que c'était pas moi, que c'était pas Nadir, que c'était Fahd. Et alors il me regardait et le prof disait mais pourquoi vous regardez Yatta? Mais il est comme d'habitude, il n'a pas changé. Pourquoi vous le regardez? On se marrait parce que lui, tout le monde savait sauf lui. Voilà. Bon, ça on l'a fait quelques fois. Donc si je comprends bien, tu étais bon en musique? Non.
Tu parles. Ah. C'était des cours Alors, obligatoires. tu n'étais pas bon dans une autre classe, alors, peut-être. Et lui, pendant ce temps-là, qui faisait quoi, des maths? Non, il faisait musique. On avait le même emploi du temps, mais on changeait. Ah, d'accord, Voilà, d'accord, voilà. d'accord. Donc c'est le cours de musique. Non, on pouvait pas le faire en maths ou en latin ou en français ou en arabe. Là, c'est risquer les heures de colle. Mais en musique, bon, j'ai rien d'un Chopin ni d'un Mozart. Hein. Alors, Ouais. donc c'était pas trop grave. Tu as joué de la flûte quand même? Ouais, bien sûr. Et chanter aussi c'est à la classique. chorale et tout ça, oui. Appris quelques notes de solfège, c'était Ouais. obligatoire, Ouais. bien sûr. Alors, Ernest Renan, hein, c'est ça? Ernest Renan, lycée Lyoté, jusqu'en terminale. J'ai passé un bac A, série A2. Alors, à Ernest Renan, il y a des souvenirs particuliers avec un enseignant, avec le directeur? Il y avait avec, le directeur, c'était un monsieur très bien, il s'appelait monsieur Palermo. Tu vois qu'il y avait pas mal de gens à consonance italienne. Ouais, hein. ouais, Palermo, Hein. c'est la capitale de la Sicile. Voilà, monsieur Palermo, monsieur de. Il y avait son prédécesseur, c'était une peau de vache, un breton qui s'appelait Kerouas, qui nous frappait. À l'époque, les châtiments corporels étaient chose monnaie courante. Ouais. Hein, Ouais, donc, sur la quand- règle. voilà, Avec la avec règle sur les règle, doigts, voilà. sur les bouts des doigts. Quand j'ai un souvenir aussi, on avait dévasté un verger dans une grande villa de l'Oasis et j'avais mangé des abricots trop verts, donc j'étais tombé malade. Et ma mère s'en était plainte auprès de la maîtresse d'école. Et je me rappelle ça, j'avais été très très touché parce qu'elle m'avait fait mettre une pancarte sur Ah bon? le devant de la poitrine en disant C'est moyenâgeux, ça. ouais, fermez vos portes et vos fenêtres, fin d'éteint voleur. Parce que j'avais volé des abricots dans un arbre. Et elle m'avait fait balader dans toutes les classes de l'école. Voilà. Donc du Bon, coup, il y a l'expression qui dit petit voleur de prunes. voilà, ben, j'étais un petit voleur de prunes, mais ça m'a servi. Petit voleur d'abricots, toi. Moi, j'ai pas fait comme qui vole un œuf, vole un bœuf. Je suis resté à l'œuf. Voilà. J'ai pas voulu aller jusqu'au. Voilà, je suis resté aux abricots verts. Ouais. Voilà. Donc c'était ça, l'école primaire, c'est Le passage en sixième, ça se fait sans grande difficulté? Ben, on a passé notre entrée en sixième. Je me rappelle d'ailleurs, c'était la dernière année où l'examen avait lieu dans l'ancien siège du lycée Lyoté, qui est maintenant le boulevard Mohamed V, hein, au quartier. Avenue de Mars. tu veux Avenue dire. de Mars. Avenue de Mars. Voilà. Le lycée Mohamed Voilà. V. Et nous, on a fait la première rentrée, la première sixième, c'est-à-dire la rentrée initiale du lycée Lyoté, là où il se trouve aujourd'hui, Ouais. boulevard Ziraoui. Ziraoui. C'est cette année-là où nous avons comment dire, intégré le secondaire avec Ouais. mon frère, en sixième A3. Voilà. Sixième à 3. Ouais, français, latin. Ouais. Voilà. J'ai fait du latin jusqu'en terminale. Je suis latiniste. Ouais. Ça m'a servi surtout à apprendre le français. C'est vrai. Ouais, pour Et l'écriture, c'est. quand tu vas à Rome, tu vas au Vatican, non? Ah, ben, là, quand T'as pas en besoin- touriste. T'as pas besoin d'interprète, là. Non, je vais au Vatican juste pour voir les Les visiter. gustibus et Non, mais coloribus disputandum. non, j'ai pas trop d'affinité avec l'Église catholique. Je la respecte, comme je respecte les religions du livre, Non, ça c'est notamment. des couleurs, des goûts des couleurs. Voilà, non, mais le latin, non, ça me sert des fois à faire des citations dans mes éditoriaux, ça embête les collègues. Ouais, c'est vrai. Voilà, parce qu'ils se disent, ça fait un peu précieux quand même, il faut le dire. Ouais. Mais bon, Precioso, comme disent les Espagnols. voilà, précieux, Ça ça fait un peu C'est confiture un monétale, pocket non aussi. Non, j'étale pas, je le connais. Ouais, Je l'étale pas. Tu peux, ouais. Tu cherches pas l'andico. Non. Alors, lycée Lyoté, tu fais des études modernes, alors, ce qu'on appelait le moderne avant? Non, enfin, moderne, Tu j'ai fait. n'es pas manuel, tu n'es pas porté sur Non, le non, technique. non, ah oui. Tu n'as pas fait comme moi, fils d'ouvrier, tu n'as pas fait de technique. Non, travail manuel. On avait 2 heures de travaux manuels par semaine. Ouais. Et je me rappelle que l'appréciation du professeur de travaux manuels, c'était exactement fait mauvais ménage avec les outils. Tu vois. Donc effectivement, Non, alors- j'étais pas doué, je le suis pas toujours, je suis toujours pas. J'en profite pour te poser la question. Ouais. C'est vrai, mais ces enseignants-là, ils avaient le sens de l'humour, Tout à fait. hein, Une grande culture, une grande culture. le sens de l'humour. ouais. Ouais. Fait mauvais ménage avec les outils. Ça m'a marqué parce que j'avais trouvé ça à l'époque. Bon, ça va me faire une paire de claques de la part de mon père, parce que lui, il a respecté le travail manuel. Mais j'avais trouvé que c'était intelligent de la part de ce prof. Et tu étais dans la catégorie bon élève, élève moyen, élève peut mieux faire, Non, des qualités peut mieux faire, mais Voilà. point de suspension. moi je pense que c'est des qualités, peut mieux faire, paresseux, dissipé. De la 6e à la 3e, j'étais impossible. J'ai mal travaillé, mal étudié, je m'amusais beaucoup. Et ça m'a valu quelques désagréments avec feu mon père. Il m'avait mis en 3e dans une école privée, chez Odissou, qui était une usine à claques. Ouais. Et pendant un an, les cours commençaient à 6h du matin, je me rappelle, jusqu'à 12h30 et de 13h30 à 20h tous les jours, y compris le samedi.
Et là, c'était simple. Où on était bête. C'était des tortionnaires. Où on était bête et on ne réussissait pas. Où on était paresseux et à force de claques et de coups de pied dans les fesses. Alors, et moi, je pense que je faisais partie de la deuxième catégorie. Donc, à la fin de l'année, j'ai présenté le concours d'entrée au lycée pour être réintégré parce que j'avais été exclu. J'ai réussi, je suis passé en seconde. Et j'ai compris. À partir de ce moment-là, j'ai plus de problème Et des tortionnaires là-bas, des sergents-chefs il y avait le directeur de l'école lui-même, monsieur Odissou, qui était un monsieur qui faisait 1m90 et 120 ou 130 kilos. Quand il vous donnait une paire de claques, les oreilles sonnaient pendant plusieurs heures. Hein. C'était... on n'avait pas le temps de s'expliquer. C'était la paire de claques d'abord, et ensuite on pouvait essayer de tenter d'argumenter pour en éviter une autre. Voilà. C'est comme, justement, qu'est-ce que tu penses de ces méthodes-là avec aujourd'hui, où c'est contraire aujourd'hui, en fait. Moi, je suis évidemment contre. Je suis évidemment contre, mais je dois reconnaître qu'à mon endroit, ça a servi. Ouais. Moi, ça m'a servi. Mon frère Nadir n'en avait pas besoin. Lui, il n'a jamais quitté le lycée. Moi, j'en avais besoin. Il fallait me mettre sur les rails. Et quand on vous a séparés, c'est-à-dire que toi, lui, il est resté au lycée. Ouais. C'était un peu une déchirure pour nous. Une première déchirure. Oui, bien voilà, sûr. Une première déchirure. Ouais. Mais bon, on se voyait à la maison, donc, et puis on échangeait beaucoup. Mais c'est vrai, effectivement, c'est pour ça que j'étais motivé aussi pour retourner au lycée. Parce que je ne voulais pas être séparé très longtemps de lui. Ouais. C'est clair. Donc, vous passez le bac à 18 ans, hein, mention bien, hein, les jumeaux. Est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire plus tard? On voulait être diplomate. Hein, on se pensait que c'était un beau métier. C'est un beau métier en réalité. Pas Sciences Po? Non, pas Sciences Po. On voulait faire diplomate et on voulait aller faire nos études en Union soviétique du fait des accointances politiques et idéologiques de mon père. Mais mon père, lui, il savait très bien que quand on fait des études supérieures en URSS, notamment à Moscou, on commence d'abord par s'intéresser à la vodka. Et il n'avait pas envie qu'on tombe dans cet écart-là. Donc il nous avait dit non, ça sera Paris. Et nous, on a dit bon, puisque c'est Paris, on va faire du droit. On va essayer de rentrer à Sciences Po, sinon on fait du droit. Et on lui a dit, tu nous inscris à Nanterre, parce que Nanterre, c'était l'université d'où était parti mai 68. Donc pour nous, c'était une faculté, une université emblématique, etc. Et mon père ne nous a pas écoutés, il nous a inscrits à la faculté de droit de la rue d'Assas, à Paris 2, qui était tenue à l'époque, et toujours d'ailleurs par l'extrême droite. Et donc on débarque, mon frère et moi, en septembre 71, et on voit les mecs d'ordre nouveau, du GUD, avec des croix gammées, des trucs, des casques, des matraques. Et nous, figure-toi que malgré tout, hein, je me suis présenté aux élections syndicales en tant que candidat de l'UNEF Renouveau et j'ai été élu délégué syndical d'UNEF Renouveau en 1971 à Paris 1, Paris 2. Avec tous les skinheads. Oui, parce qu'en réalité, la majorité silencieuse, c'était la terreur un peu. Mais en même temps, c'était une excellente faculté de droit, ça l'est toujours. Il y avait des grands profs comme Maurice Duverger qui avait été prof de Sa Majesté Hassan II. Ta maman était parisienne? Non, ma mère était franco-espagnole, mais elle a toujours vécu au Maroc. Et non, parce que comme tu étais né à Paris, donc tu n'avais pas de famille à Paris? Non, on n'avait pas de famille, sauf le Parti communiste français. Ouais. Vous avez une bourse alors? On avait une bourse, on était boursier de l'État marocain. Ouais. Boursier de l'État marocain. À l'époque, c'était 1000 dirhams par trimestre. C'était pas... Ensuite, 1500 dirhams. Mais bon, on s'en sortait plus ou moins. On faisait quelques dettes. Vous habitiez où, dans le quartier? Non, on était retourné à Ivry. Là, on habitait Ivry. On habitait Ivry parce que c'est très difficile d'avoir une chambre à la Maison du Maroc. Et donc, j'ai jamais habité à la Maison du Maroc, du moins officiellement. Ouais. En clandestin, oui, mais pas officiellement. Voilà. Alors, tes goûts musicaux, on en a parlé. Hors antenne. Hein. Oui, effectivement. Donc, les Rolling Stones. Alors, tu es plus Rolling Stones ou Beatles? En fait, moi, j'aime beaucoup les deux. Mais il y a le sens du rythme et du rock'n'roll, c'est plus les Rolling Stones. Et donc, voilà, comme première chanson. C'est la charnière. En fait, voilà. Les Rolling Stones, c'est un petit peu la charnière. Et puis, ils sont toujours actifs, malgré leur âge. Aussi. Voilà, donc, quelle vitalité, le Mike Jagger. Ouais, exactement. Alors, tu as choisi Satisfaction? Oui, c'est la première, la plus connue. Hein, voilà. Satisfaction, voilà. Ouais. Parce qu'il y en a une que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Sympathy for the Devil, mais elle est longue. Oui. Voilà. Puis il y a plusieurs chansons de Rolling Stones. Hein, mais bon. Les Rolling Stones, Satisfaction. Alors, retour avec Fadiata, notre invité ce matin. Mm-hmm. Donc, on est parti quoi? On est parti d'un bateau qui arrive dans la baie de Tanger. Hein, donc,
avec deux petits Parisiens dont le papa leur disait « Vous êtes marocains ». Exact. Qui découvrent Tanger, les senteurs, Oui. l'appel de la terre, Oui, de la patrie, du la pays. patrie, donc l'enfance à Casablanca, l'école primaire Renan, Ouais. ensuite le lycée Lyoté, Ouais. et puis le choix, donc De retour à Paris, de retour à Paris. Voilà, aux études donc, supérieures à la faculté de droit de la rue d'Assas. Alors, vous restez combien de temps à Paris? Ben, on est resté en fait de 71 à 79 parce que on a fait tout le cycle universitaire supérieur. C'est-à-dire que lorsque nous avons quitté l'université, Nadir et moi, on était docteur d'État en relations internationales. Hein. Ouais. Donc on a fait une licence en droit, une maîtrise en droit, un DEA en relations internationales et une thèse en sciences politiques. Voilà. Alors, vous revenez au retour au Bercail. On revient au Bercail et là, on est interpellé par deux choses. D'une part, Je pensais par la police déjà en arrivant. non. Tu dis, Non, de ce nous côté, avons de été ce côté-là, interpellés alhamdoulilah, parce que là, de ce côté-là, alhamdoulilah, je sais pas, on a Ouais. eu de la chance où on était préservé. Non, mais en plus, moi j'ai milité en tant que militant politique, j'ai été à l'UNEM, hein, mais à l'époque elle était encore légale. J'ai eu même des responsabilités à l'UNEM, à la Fédération de Paris. Ensuite, j'ai milité au PLS, qui était à l'époque une organisation interdite, clandestine. Et puis après au PPS, qui était un parti légalisé à partir de 1974. Ouais. Donc, j'ai pas eu d'activité véritablement clandestine comme certains de mes camarades. mais le rêve d'être diplomate, finalement, tu n'as jamais pu le. Ben, l'accomplir. c'est-à-dire que le rêve s'est envolé, oui et non, parce que lorsqu'on est rentré au Maroc Mais tu es toujours un diplomate, tu es toujours un ambassadeur du Maroc, du journalisme marocain, du Maroc. Hein. En tout cas, Là, tu rentres des États-Unis, Oui. hein, où tu as été pour la élections réélection présidentielles, ouais. des élections présidentielles. Ouais. Donc, j'imagine que bon, il y a une petite part d'ambassadeur chez toi, avec tout le respect qu'on peut avoir pour l'ambassadeur. Non, moi, c'est-à-dire que, en toute modestie et sans vouloir usurper un titre Ouais. que je n'ai pas, en tout cas dans mes contacts avec mes collègues américains, j'essaye de, chaque fois que l'occasion m'en est donnée, de parler de mon pays, d'expliquer ce qui se passe, de c'est-à-dire, faire comprendre voilà. les enjeux, la On situation. est tous un petit peu ambassadeurs Oui, de notre bah, pays, c'est-à-dire du Maroc, qu'on- lorsqu'on on voyage. on défend Ouais. son pays, on défend ses causes et on défend son combat et sa démarche actuelle qui est certainement tout à fait exceptionnelle et exemplaire au niveau du monde arabo-islamique. Ça, c'est ma conviction. Ouais. Alors, finalement, ton premier job, c'est quoi? Alors mon premier job, en Ton- fait, il est double. Il est double. Il est double. Et là aussi, vous êtes toujours ensemble, les jumeaux? Ah, toujours. C'est la mort qui nous a séparés, Nadir et moi. Ouais. Hein, parce que c'est vraiment, on avait une gémellité très forte. En fait, nous, on était astreints au service civil, hein, alors que maintenant les gens pleurent pour avoir Ouais, des boulots. tu veux en parler? Il y en a un des deux qui était plus influent que l'autre, ou vous entendiez comme. Non, on s'entendait très très bien Très et bien. je peux même te dire, on avait des. Vous n'êtes jamais disputé? Si, bien sûr, Ouais. si, même violemment. Même on se tapait dessus. Mais ça n'enlevait rien Ouais, à l'affection, ouais, à l'amour ouais. qu'on avait l'un pour l'autre. Ouais. Mais c'est des relations, parfois, oui, effectivement, de volonté de domination et autres. Mais Nadir, il avait un certain ascendant sur moi pour certaines questions. Mais toutes les questions pratiques, matérielles, organisationnelles, c'est moi. Ouais. Et lui, c'est plutôt. Il était un peu plus artiste que toi, alors, peut-être, non? Non, lui, il avait plus de. Il était plus. Comment dire? Il avait plus d'ambition politique. Moi, Ouais. j'avais pas d'ambition politique. Je me disais que dans une famille, on peut être deux, mais pas trois. Donc, très vite, j'ai compris qu'il y avait de la place pour Siali, bien évidemment. Et de toute façon, il l'avait fait lui-même. Ouais. Que Nadir pouvait faire sa place, mais que moi. Donc, moi, Ouais. je me suis Ouais. plutôt orienté vers le journalisme professionnel. C'était ça ma Ouais. vocation. Mais en arrivant au Maroc après notre doctorat en droit, on a intégré la faculté de droit à N'Chok de Casablanca en tant que maître assistant. Voilà. Et comme c'était quand même une époque sensible, on avait peur de l'influence marxiste à l'université, etc., on nous avait donné un cours tout à fait bidon qui s'appelait terminologie juridique. Voilà. Alors, et c'était très intelligent parce qu'on nous donnait à faire la terminologie juridique en français aux sections arabophones. Alors, c'était Mustalahat al-Qanounia.
Et nos étudiants, en principe, ils devaient donc écouter des cours de droit en français, alors qu'eux, ils s'étaient inscrits en section arabe. Et ça, c'était l'intelligence du système à l'époque, les années de plomb, comme on dit. Comme dit Gad. Voilà. Donc, mais ça s'est très bien passé, et je suis toujours professeur à l'université. Voilà. Donc c'est une carrière. Mais en même temps, mon père avait lancé le Bayen quelques années auparavant et il avait besoin de journalistes. Donc il nous a enrôlés, Nadir et moi, en tant que journaliste apprenti à Al Bayen. Et c'est là, dans ce journal-là, que j'ai fait mes premières armes. Il était très exigeant. Très exigeant. Il nous interdit de signer de notre nom. Il disait, oui, je ne veux pas qu'on dise que c'est le journal de la famille Yatta. Donc, nous, Nadir et moi, on était anonymes. Alors, pas de pseudo non plus, non? Si, on avait imaginé, comme on était jumeaux, j'avais dit, bon, moi je signe Hassan et toi, Nadir, tu signes Hussein. Mais ça aussi, vous voulez pas. Alors, on mettait Ha-Hu. Alors, la fin de certaines pages, il y avait Ha-Hu, Ha-Hu. Ça faisait rire les camarades de mon père à l'époque. Il y a très longtemps de ça. Alors, le journal, c'est quand même captivant pour toi, non? C'était une sacrée époque. D'ailleurs, il y a un de tes amis et collaborateurs qu'on a connu là-bas, c'est Belhaïd Bouimid. Quand on est arrivé à Al Bayan, ils étaient 4 pelés et même pas un tondu. Et les 2 pelés sont partis et nous, on les a remplacés. Et on s'est retrouvés avec Belhaïd et un collègue qui s'appelait Tafsi. On était 4 pour faire un quotidien en français. Un quotidien français, 4. C'était l'époque de Gutenberg. Il y avait les linotypes à plomb. Ah oui, bien sûr. Les Maurras. Le plan, les Maurras. Les flancs de clicherie. Tout ça, j'ai connu cette époque. La rotative. Une grosse rotative. Il y avait une machine qui s'appelait Ludlov. Pour faire descendre la typographie, on l'appelait Love à l'époque. On n'était pas bon en allemand. Mais bon, c'est une époque formidable parce que c'était à la fois une époque de militantisme, d'abnégation, pas beaucoup de moyens. La presse était extrêmement contrôlée, surveillée, donc on en a pas mal bavé. Et donc, la censure, parfois vous frappez? Bien sûr. Elle nous a frappé directement plusieurs fois. Je me rappelle, première fois... Et vous refaisiez le journal en entier, il paraît. C'est-à-dire vous récupérez un le lendemain, non? C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une censure qui était assez particulière. C'est qu'on faisait la une sur la Maurras, et il y avait un motard qui était à la porte de l'imprimerie et qui amenait la Maurras à Rabat, au ministère de l'Information. Et le ministre, il validait ou validait pas, et ça revenait sur Casa. Et ensuite, on avait le droit de lancer le journal, la rotative. Je me rappelle d'ailleurs, à une époque, il y avait un... Mais qu'est-ce que vous écriviez, par exemple? Est-ce que tu as un souvenir d'un article qui a été censuré? Je me souviens Et vous vous êtes dit, finalement, c'est une injustice, parce que pourquoi nous ont-ils censuré ce papier? Je me rappelle qu'ils avaient censuré un article parce qu'on parlait de révolution nationale démocratique. C'était une des thèses du PPS à l'époque. Et le ministre de l'Information avait dit à l'IATA, tu enlèves le R, tu mets évolution nationale démocratique. Et mon père avait refusé. Donc ils avaient saisi ce numéro. Il avait interdit de le sortir. Voilà. Mais les autres fois, c'était en 81. Et aujourd'hui, tu te dis, quelle différence entre évolution et révolution? Aujourd'hui, je prendrais... Tu te révoltes pour évoluer, peut-être? C'est-à-dire que malheureusement... Il y a quand même évolution dans révolution? Voilà. La révolution suppose une évolution, mais bien souvent, ça la contrarie. Parce que ça signifie aussi bouleversement. Alors que l'évolution, c'est quelque chose de plus pacifique, de plus fluide. Et voilà. On a l'exemple aujourd'hui avec les printemps arabes. Où il y a des révolutions qui ont du mal à sortir de leur colère, de leur... Alors, aujourd'hui, avec le recul, après la chute du mur de Berlin et tout ça, comment que tu perçois l'ex-bloc soviétique? Comment tu perçois cette idéologie qui, en fait, est-ce qu'elle a été perdante finalement? Écoute, je vais te dire un truc, Lino, très sincèrement. Moi, je n'aime pas cracher dans la soupe. J'ai été communiste, je ne le suis plus depuis longtemps, mais je garde beaucoup de respect et de sympathie pour les idées de progrès. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de bon, qu'est-ce qu'il y avait de mauvais dans le communisme? Voilà. Ça, tu peux le dire avec un certain détachement aujourd'hui. Qu'est-ce qui était bon? Ce qui a été fait de bien dans ces pays-là, c'est notamment tout le système d'éducation et de santé. D'accord. Ça, c'est incontestable. Ce qu'il y avait de mauvais, c'est l'appareil, les appareils, la délation, la délation, le système répressif,
et qui a été très, très fort, notamment en Union soviétique, mais aussi tout ce qui est la nomenclatura, tout ce qui est le parti État, qui en fait a amené l'émergence de classes dirigeantes et de privilégiés, alors qu'on était soi-disant des pays, des systèmes, alors qu'ils voulaient instaurer des systèmes égalitaires, Oui. à chacun selon son dû, etc. Tu parles. C'était pas du tout ça. Mais donc, le communisme, il a échoué dans son application. Oui. Voilà, les idées du socialisme scientifique, elles étaient peut-être théoriquement généreuses et positives, mais les hommes, quand ils les ont appliquées, ça les a pervertis. Et le mur est tombé. Ouais. Et aujourd'hui, tu sens pas qu'il y a un regain, peut-être, non, dans certains pays? Pas pour le marxisme-léninisme au sens qu'il avait à l'époque. Parce que le fossé est encore plus important. Moi, je suis allé en Ukraine il n'y a pas longtemps pour l'Euro, Oui. pour le foot. Et puis, laisse-moi te dire que quand tu vois, bon, bien sûr, il y a toutes les hors-séries possibles. Tu prends un catalogue des plus belles voitures du monde, tu les trouves là-bas. Ouais. Tu as une marque d'un super... un super stylo qui a le nom d'une montagne et qui est sur 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés. Tu te dis, c'est pas possible, un magasin de 500 mètres carrés uniquement pour vendre un stylo. Ouais. C'est vrai, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je crois et à côté, tu as des gens qui... Parce que je suis allé dans une petite supérette, et tu vois la mémé qui est là avec son petit sachet de plastique, et qui fait attention, qui prend un produit, qu'elle le repose, elle le pose, elle regarde l'étiquette, le prix. Et après, tu as le gars qui est en Lamborghini, tu vois. Ce qui est clair, c'est que l'effondrement du système socialiste a réintroduit des formes d'inégalité que ces pays ne connaissaient pas vraiment. Parce que du temps du socialisme réel, comme il l'appelait à l'époque, il y avait un minimum qui était garanti à la population. Alors que maintenant, c'est chacun pour soi et Dieu pour personne. Voilà, justement. Donc effectivement, quand tu vas en Russie aujourd'hui ou dans les ex-pays de l'Est, tu peux voir qu'il y a des amplitudes sociales assez fortes. Ouais. Mais ceci étant, il faut dire aussi que le niveau de vie s'est élevé. Ce qu'il y a, c'est que la chute du mur, ça a entraîné l'effondrement des économies et donc des situations de misère pour des millions de personnes. Maintenant, je crois qu'en Russie, en Ukraine et dans d'autres pays, il y a beaucoup d'inégalités, mais globalement, la situation est meilleure qu'à la fin des années 90. Ouais. Certainement. Ouais. Alors, on parle un petit peu de ton papa. Ouais, si tu veux. Il était comment en famille? En famille, c'était un homme assez autoritaire, assez, comment dire, il n'était pas très expansif. On savait qu'il comme tous les papas de l'époque. Voilà, on savait qu'il nous aimait, mais il ne nous le montrait pas. Ça, c'est sa génération. Il nous a très rarement félicités pour nos diplômes ou nos articles, des trucs comme ça. Alors, les compliments, il les recevait de personnes qui nous les adressaient et il ne nous les répétait pas. Et alors, ça nous revenait des fois, ça ne nous revenait pas d'autres fois, mais on savait qu'il nous aimait beaucoup. Et je m'en suis rendu compte, notamment quand mon frère Nadir a eu ses accidents terribles et que j'ai vu mon père pleurer comme un enfant. Donc, je sais qu'il aimait ses enfants, c'est absolument clair. Mais c'est le riche là, c'est la virilité du Marocain un peu ombrageuse de l'époque qui fait qu'on ne s'épanchait pas avec ses fils. Il était très câlin avec mes filles, avec mes sœurs, avec ses filles, mais avec ses fils, non. Et puis quand au journal on l'appelait papa, il nous engueulait, il disait non, au journal je suis camarade Ali ou Si Ali, c'est tout. Donc nous on l'appelait Si Ali. D'accord. Bah oui, mais de toute façon, ça, je crois que c'est une prérogative des Méditerranéens, ça. Oui, moi, je m'en offusque pas. Et d'une génération. Même si je ne suis pas comme ça avec mon fils aujourd'hui. Bien sûr, maintenant ça a changé. Maintenant, bien sûr, les temps ont changé. Mais à l'époque, il y avait une espèce de barrière. Je pense que c'est une certaine pudeur. Une pudeur. Ouais. Parce que, en fait. Et il ne nous faisait pas de cadeaux. Pas de cadeaux. Pas de cadeaux. Pas de cadeaux. Tu dois prouver que tu es un homme, tu as des choses à faire, tu les fais. Si tu as besoin de moi, commence d'abord par faire ce que tu dois faire et ensuite je t'aiderai. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui on dit l'école a failli, la famille a failli, la société a failli, l'enseignement a failli? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que ce noyau familial qui, jusqu'à pas longtemps, était une véritable coquille qui protégeait l'enfant, qui protégeait l'ado, fait qu'aujourd'hui... on dit, bon, la famille n'assure plus le même cocon.
Moi, je crois que dans notre société, que je pense connaître, comme chaque Marocain, il y a eu au fil des ans une espèce d'effilochement des valeurs. Hein. Il y a eu un effilochement des valeurs familiales, avec en même temps, comment dire, une dégradation du niveau éducationnel. Hein. Quand vous avez un enseignant qui travaille comme un forcené qui touche 2000 ou 2500 dirhams par mois, comment voulez-vous le motiver pour qu'il ait envie d'enseigner, d'apporter du savoir à ses élèves? Mais en même temps, je pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques. Est-ce qu'il est juste de dire ça, Fad? Parce que tu peux dire à la rigueur, si tu n'es pas satisfait, n'accepte pas ce sacerdoce. Parce que l'enseignement, c'est comme la médecine. Quand tu acceptes. Maintenant, si tu dis, bon, je vais faire l'enseignant parce qu'il vaut mieux ça que le chômeur. Il y a beaucoup de gens qui ont des professions par défaut. Hein. Voilà, par défaut. Y compris dans la presse. Hein. Voilà. Ça se voit. Voilà. Ça s'entend, ça se voit. Absolument. Ça se lit. Ouais. Deuxièmement, je crois qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été commises, notamment à la fin des années 70, lorsqu'un certain ministère a été confié à un certain parti et qu'on a arabisé, marocanisé. Ouais. C'est pas la marocanisation qui est en cause, c'est pas l'arabisation, c'est le fait qu'on a remplacé des formateurs et des pédagogues par des gens qui n'avaient aucune expérience. Ou alors on a fait venir des professeurs d'Irak, de Syrie et d'Égypte. Je suis désolé, mais c'était pas ça ce qu'il fallait. Ouais. Et on a en même temps cassé les syndicats. Donc les écoles de formation, de conscientisation, d'amour du patriotisme et d'engagement politique, elles ont été cassées. Et à la place, on a eu l'émergence de groupuscules religieux. Oui. Et je crois que tout ça, combiné avec la perte des valeurs, ça a fait que la société marocaine, elle a perdu un certain nombre de forces qui faisaient que... Moi, je connais... Des gens qui ont à peu près mon âge, autour de la soixantaine, un peu moins, un peu plus, qui sont des bilingues parfaits et qui ont fait leurs études dans le système d'éducation nationale. C'est-à-dire que le lycée Moulay Abdallah, le lycée Mohamed V, le lycée Khawarizmi, le lycée Chouki, c'était des lycées d'excellence. Bien sûr, absolument. Et jusqu'à présent, où on voit que les majors dans les grandes écoles françaises, ils viennent du système d'enseignement marocain, pas du lycée Lyoté ou du lycée Descartes. Donc... c'est bien la preuve que... on n'est pas hors jeu quand on parle de bilinguisme, non? On est hors jeu, oui, parce qu'aujourd'hui, moi je pense on devrait parler de belinguisme, c'est-à-dire que les gens ils sont belingues, ils sont rien du tout. Parce que moi, tu vois, par exemple, à Radio Mars, on nous reproche souvent, nous finalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 4 heures de français sur 16 heures d'émission. Ouais. Hein. Nous avons uniquement 4, tu vois, en français. Ouais. Et puis on nous dit, non, pourquoi vous ne parlez pas Darija, Darija, Françaouia? Tu vois, alors tu te dis peut-être que... Mais on est à côté de la plaque ou... Moi, je crois que il faut avoir à l'esprit que l'important, c'est d'être compris, c'est de savoir s'exprimer. Moi, je le dis sans embâche, je ne suis pas bon en arabe classique. Alors je ne parle pas en arabe classique. Si c'est pour diminuer ma capacité de réflexion pour la traduire correctement, blèche, manadash. D'accord? Premièrement. Deuxièmement... Tu la parles dans le marocain. Deuxièmement, je parle dans le darija. Mais troisièmement, ça se voit ou ça s'entend, vous avez des gens qui sont censés parler en darija et qui émaillent leur parler. Pour 10 mots, il y en a 3 ou 4 ou 5 qui sont en français. Alors, je crois qu'il faut, c'est une phase transitoire. Moi, ce qui compte pour moi, c'est pas ça. Ce qui compte pour moi, c'est que nous avons aujourd'hui au Maroc 2 langues nationales, l'arabe et la mazir. Hein. Nous avons une langue vernaculaire, nous avons le darija, que je considère moi comme une langue nationale et j'aimerais bien qu'on la rehausse et qu'on la pratique plus parce que je pense que notre identité, elle est là-dedans, beaucoup plus que dans l'arabe classique littéraire. Hein. Et troisièmement, nous avons la nécessité de nous exprimer aussi en français, en espagnol, en anglais, autant que faire se peut. Mais tu te souviens pas de tabou. Tu te souviens peut-être des livres, je sais pas, toi tu es plus jeune que moi, donc ces livres d'arabe dialectal, ce qu'on appelait l'arabe dialectal à l'époque. Tu te rappelles? Bien sûr. Darija. Oui. Et en fait, tu apprenais l'arabe d'abord avec des caractères latins. Pour nous, c'est bien, ça nous aidait, tu vois. Et puis en plus, c'était Darija que tu apprenais. Bien sûr, mais moi je pense que... Enfin, on va pas maintenant... Et là, j'avais de bonnes notes, j'étais excellent. Et puis quand on est passé au classique, là, c'était moins bon. Moi aussi. C'était moins bon. J'avais des notes excellentes en français et très mauvaises en arabe. Ce qu'on appelait l'arabe dialectal. Voilà, l'arabe dialectal. Mais c'est l'arabe que l'on parle. C'est l'arabe que l'on parle, que les gens utilisent pour s'exprimer, pour exprimer leurs sentiments, leurs souhaits, leurs volontés, leur quotidien. Alors comment se priver de cette richesse ?
au profit d'une langue qui est la langue des lettrés, qui est la langue des études, qui est la langue, bien sûr, de notre Saint-Coran. Il n'est pas question de diminuer la place de l'arabe classique, mais il est question de donner à l'arabe dialectal et aux langues étrangères une place pour mieux s'expliquer, pour mieux se sentir. Voilà. Moi, je suis contre les tabous, les interdits et le monolinguisme. Ouais. C'est Hassan II qui disait qu'un... Et ça risque pas d'ébranler un petit peu le... Pas le nationalisme, mais l'appartenance à une même entité un petit peu ce qui se passe en Catalogne ou au Pays Basque ou... Non, parce que je pense que le problème de l'Espagne, pour autant que je le connaisse, c'est qu'il n'y a pas l'unicité de la nation espagnole. Historiquement, c'est la réunion de plusieurs nations, la nation catalane, la nation basque, etc. Au Maroc, je suis désolé de le rappeler, mais le Maroc est un État-nation depuis le XIIe siècle. Hein, et le seul État arabo-musulman dans lequel les Turcs, l'Empire ottoman, n'ont pas mis le plus petit orteil, c'est le Maroc. Tout le reste... Ouais. C'était sous l'autorité de l'Empire de la Sublime Porte. Absolument. Absolument. Alors, tout à l'heure, on a fait une première pause avec les Rolling Stones. On va en faire une seconde avec Jean Ferrat. Pourquoi Jean Ferrat ? Jean Ferrat, parce que pour moi, c'est d'abord un auteur, compositeur, un chanteur français qui a marqué mon enfance, ma jeunesse. C'était un homme de conviction, un homme engagé. Il a été proche du Parti communiste français et ensuite il s'en est éloigné. Justement au nom de la liberté et du pluralisme et du droit à respecter l'autre. Donc, et puis il avait en plus de très très belles chansons. Tu allais à la fête de l'humanité ? J'allais à la fête de l'humanité, je vendais des baleines et des merguez. Et Jean Ferrat venait chanter ? Bien sûr, Jean Ferrat, mais Johnny Hallyday aussi. Ouais. Voilà. C'est une fête... C'est une fête. Mais je pense pas que Jean Ferrat ait eu une Mustang dans sa vie, non ? Je crois pas. Mais bon, je pense qu'il avait quand même une belle propriété dans le sud de la France. C'est un homme qui gagnait bien sa vie et il l'a fait en usant de son art, pas en exploitant les autres. On écoute Jean Ferrat, Que la montagne est belle, c'est ça ? Tout à fait, c'est une très belle chanson. Ouais. Merci. Alors, une très belle chanson donc de Jean Ferrat. Oui, tout à fait. Avec Que la montagne est belle. Et tes autres goûts, chansons françaises ? C'est un peu des chansons de mon âge, c'est-à-dire Serge Reggiani, Jacques Dutronc, Georges Brassens, qui avait une belle paire de bacchantes comme moi, voilà, de belles moustaches. Léo Ferré, aussi des gens plus vieux comme les frères Jacques, je ne sais pas si tu connais. Oui. Hein, voilà. Par contre, tu vois, Edith Piaf, très belle voix, mais moi, t'as jamais été j'ai jamais été un fan d'Edith Piaf, pas tellement. Voilà. Je préférais Barbara, par exemple. Et tes goûts musicaux aujourd'hui ? Mes goûts musicaux aujourd'hui, ils sont assez éclectiques. Moi, j'aime beaucoup le jazz. J'aime beaucoup l'El Andalusia. J'aime beaucoup la musique andalouse. J'aime beaucoup Hossein Slaoui. Voilà. J'aime le jazz. J'aime le rock pop des années 70, Canet Heat, Black Sabbath aussi, un peu de Metallica, tout ça. Voilà, et puis j'aime James Brown, j'aime tout ce qui est un peu rap. Enfin, j'écoute comme les jeunes, quoi. La chanson marocaine ? La chanson marocaine. Tu te dis moi, je me pose souvent la question qui sont aujourd'hui les nouveaux Abladi Belkhiat, les nouveaux Aloud Doukali, les nouvelles Naïma Samir, qu'est-ce qui se passe Alors, je vais, au risque de paraître vieux jeu, moi, je suis resté un amateur de la musique marocaine. C'est-à-dire, pour moi, c'est Abdelhadi Belkhiat, c'est Naïma Samir, effectivement, c'est Doukali, c'est aussi Gil Gilala, Nesr Rewan, Mchaheb. C'est ça, pour moi, la musique marocaine. La dérive orientaliste me déplaît. Et pas me déplaît, c'est pas mon trip, et c'est tout, voilà. Donc je me sens pas à l'aise quand je vois un Libanais, une Marocaine ou une Égyptienne qui chantent la même chose et dans le même dialecte des bords du Nil, je me sens pas bien. Bon, on a tous plus ou moins aimé, je sais pas, une Feyrouz ou bien un Fat Bellan ou un... c'est sûr. Atrache, voilà. etc. Moi, quand je dis que j'aime bien Samira Taoufik, ils se moquent de moi. Il y en a qui se moquent de moi. Ils me disent c'est pas possible. Comment tu... Ben oui. Hein, mais bien sûr. Moi, je crois que on aime les chansons. Ça fait peut-être un peu vieux jeu de dire ça, mais je crois qu'on aime les chansons. Il faut pas singer. Mais avec une certaine... Laisse chanter par une Syrienne une chanson syrienne. Laisse chanter à une Libanaise une chanson libanaise. Et toi, Marocain, chante une chanson marocaine. Ceci étant, il faut comprendre ces jeunes, ils ont besoin de faire carrière. Et c'est
rares, c'est difficile de faire carrière au Maroc. Ils sont obligés de s'expatrier, de s'exporter et donc d'adopter la langue de l'endroit où ça paye. C'est ça la réalité. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Alors, bon, là, finalement, bon, on a parlé de chansons, donc on peut parler d'art un petit peu. Oui. Fadiata et les arts, le théâtre, la peinture. Alors, moi, je suis pas comment dire, je suis d'abord pas collectionneur, je me prétends pas esthète, mais j'ai un certain attrait pour la peinture, mais la peinture moderne. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais à New York, là, il y a quelques jours, j'ai fait avec mon épouse plusieurs musées, le MoMA, le Museum of Art, on a été au Metropolitan, et puis on a été au musée Guggenheim, qui sur 5 niveaux présente toute la collection de Picasso, de son œuvre picturale en noir et blanc. C'était magnifique. Ouais. Voilà. Donc quand je vais, il y a quelques semaines, j'étais à Paris, j'ai été voir l'exposition des arts islamiques, qui est d'ailleurs largement sponsorisée par Sa Majesté Mohamed VI, et qui est magnifique. Je conseille à tous les Marocains qui passent par Paris d'aller au Louvre voir cette exposition. À Londres, je vais au Tate Modern, etc. J'aime l'art. Il y en a une de Dali aussi, je crois, qui va démarrer à Paris aussi. Donc, mais je ne sais pas si j'irai ça. Ouais. Mais l'exposition sur les arts islamiques, c'est une façon de montrer aussi, dans un contexte où l'islam est souvent combattu, critiqué, marginalisé en France, de montrer quelle est la portée de la culture islamique et de l'apport de l'art islamique dans la culture universelle. Et ça, c'est important, que ça soit au Louvre. Ouais. Et j'ai beaucoup apprécié. Mais les impressionnistes, Picasso, Gauguin, Matisse, Renoir, etc., tout ça, j'adore. Alors, on revient la peinture marocaine, bien évidemment. On revient au journalisme, hein, donc le Bayen. Ouais. Donc, en quelle année tu quittes le Bayen? J'ai quitté le Bayen en fin 85 parce que Pourquoi? J'étais pas en désaccord fondamentalement avec mon père et mon frère, mais j'ai trouvé que dans un journal partisan et militant, il y avait des limites au professionnalisme et à l'exercice de du métier de journaliste. Souvent, mon père nous disait, bon, mais la position du parti, c'est ça. Et moi, je n'étais pas toujours avec la position du parti, et surtout, j'avais envie de faire autre chose, autrement. Il t'arrivait de contrarier ton père et lui dire bon, c'est pas bien ce que vous faites en ce moment au parti? Bien sûr. Alors c'est peut-être pour ça, peut-être non. Je lui avais même écrit des lettres. J'ai écrit des lettres au bureau politique, mais je ne sais pas si le bureau politique les a jamais reçues à l'époque, parce que je pense que mon père les avait gardées pour lui. Mais qu'est-ce que tu lui reprochais à l'époque? Il y a prescription maintenant. Hein. Je leur reprochais, justement, moi je disais que je leur reprochais non pas le centralisme démocratique, mais je reprochais comment dire, la difficulté à adopter des positions divergentes. Je vais te donner un exemple très simple. Tu dis 85, il fallait attendre 4 ans, c'est tout. Oui, mais moi j'ai fait tomber mon mur de Berlin avant. Voilà. Voilà, j'ai pas attendu que le mur tombe parce que j'étais mal à l'aise. Je me disais non, je suis pas d'accord avec cette ligne. Par exemple, il y avait des choses qui méritaient pour moi qu'on soit interdit. Par exemple, défendre Abraham Serfati. Voilà, par exemple. Je n'étais pas d'accord avec mon père. Mon père considérait que c'était pas quelque chose à mettre en avant. Moi, je voulais qu'on le mette en avant. Ouais. Eh ben, il m'avait sucré un article. Là, c'était peut-être parce que c'était son copain, peut-être ou... C'était son ami, mais je pense que Ali Hatta ne pouvait pas oublier que Serfati avait essayé de détruire le PLS à l'époque en construisant Hilal MM sur les bases. Il avait détourné une partie des troupes pour créer Hilal MM. Donc ça, en tant que chef de parti, Ali Hatta ne pouvait pas lui pardonner. Même s'il avait une grande affection en réalité pour son ami qui était plus jeune que lui. Et moi je pensais que le Bayen devait prendre position pour... c'est au moment où on commençait déjà à parler un peu des disparitions, des trucs comme ça. Et le Maroc changeait, évoluait, c'était progressif. Mais pour moi c'était pas assez rapide et puis on manquait de moyens. Moi ça j'en avais marre de manquer de moyens. Y compris de moyens financiers. Alors tu quittes, alors ton papa et ton frère restent hein, évidemment. Et toi, tu t'en vas, pour où? Alors, tu vas vers d'autres rivages. Je m'en vais pour travailler au Centre islamique pour le développement du commerce, CIDC, qui était à l'époque dirigé par Mounedris Aloumdagri, que je salue au passage, un grand monsieur, un intellectuel de qualité, de valeur. C'est l'avenue des Phares, non? Voilà, exactement, autour d'Habous. Voilà. Et il m'avait demandé de faire une revue qui s'appelait Tijaris, en français, en arabe et en anglais.
Et voilà. Et donc j'étais parti travailler au CIDC. Et c'était un homme courageux parce qu'à l'époque j'étais quand même très marqué politiquement. Et je rentrais dans une institution qui dépendait de la conférence islamique. Donc j'étais à Jeddah. Et mon frère Nadir, Allah yarhamou, il disait faites, c'est le contraire de la tomate. Il était rouge, il est devenu vert. Bon, j'y suis resté quelques années. Ensuite, j'ai participé à la fondation d'un mensuel financier économique qui s'appelait Enjeu, avec le groupe Maroc Soir. C'était la seule publication du groupe Maroc Soir dont le directeur de publication n'était pas Moulay Ahmed Alaoui. Voilà. Et puis après, j'étais à 2M. Moulay Ahmed Alaoui, on en parle un peu? Ouais, Allah yarhamou. C'est un grand monsieur lui aussi. Grand monsieur, il avait des foudroyances intellectuelles. C'était un homme qui connaissait incontestablement bien la société marocaine, la politique marocaine. Et il avait l'art de... il avait des amis, il avait des adversaires, mais je pense qu'il était respecté de tous, parce qu'il connaissait bien la classe politique marocaine. Peut-être qu'en fait, il était un petit peu caricatural et peut-être les gens n'aimaient pas ça. Oui, voilà. Il était caricaturé. D'ailleurs. Caricaturé et caricatural. Il était caricatural, mais en même temps, je crois que moi, je lui rends hommage ici. Parce il a contribué à l'émergence de ce Maroc nouveau. Et il nous a beaucoup appris. Un de nos maîtres. Moi, je le sais. Moi, je voyageais avec lui à travers le Maroc. C'était que du bonheur. Voilà. Il avait une grande expérience politique. Moi, j'ai fait un Casa Laayoune, donc à chaque étape, en particulier à Tarfaya, où on s'était arrêté. Puis, il était au courant de tout. Il avait toutes ces petites anecdotes inhérentes à l'histoire, à la géographie du pays. Voilà. Il était incontournable dans le paysage politique marocain et le paysage médiatique à l'époque. Et puis, c'était un homme pratique. Tout à fait. Je ne sais pas, tu te souviens de la fameuse campagne Takatamina? Oui, Takatamina, oui, effectivement. Tu te souviens, avec l'espèce de soleil là, et puis finalement, on était dans un hôtel à Mohamedia. Je crois que c'était le Méridien, je crois, ou un des deux, ou le Samiro. Et puis il y avait une conférence justement, c'était le lancement de cette l'énergie. C'est après le deuxième choc pétrolier, je suppose. Voilà. Et puis on était en plein jour et toutes les lumières étaient allumées. Alors il a fait arrêter il y avait un premier panel. Alors il s'est levé, il a tiré les rideaux. Il leur a dit, si vous voulez parler d'énergie, commencez par éteindre la lumière et ouvrez les rideaux. Voilà. Voilà, et ça c'était... Moi, je peux dire une chose. Ça, je dois le reconnaître. Il dirigeait le groupe Maroc Soir à l'époque. Et ce n'était pas du tout le style, ni le ton, ni la ligne éditoriale d'El Bayen. Mais El Bayen avait eu des difficultés. L'imprimerie, la rotative était en panne. Et à la demande de mon père, des fois, il a fait livrer du papier. Des fois, il avait imprimé El Bayen. C'est-à-dire qu'il y avait une solidarité. Parce qu'au-delà des divergences, il y avait du respect mutuel. Et ça a beaucoup disparu, je pense, ces dernières années au niveau de la classe politique. Alors, Enjeu, il tient combien de temps, Enjeu, bon, il a duré plusieurs années, mais moi, j'y ai travaillé 3 ans. Ensuite, j'ai fait un passage à 2M, à la direction de l'information et des sports, au début des années 90. Puis après, je me suis retrouvé à la rédaction en chef de la Vie Éco. Avec Marcel Herzog. 2M, quand tu découvres 2M, c'est nouveau pour toi la télé? Ah ouais, c'était nouveau et c'était une formidable expérience. La télévision, c'est magnifique. La télévision a un impact, un pouvoir de persuasion et d'éducation qui, à mon avis, n'est pas assez exploité chez nous. Qu'est-ce qui a changé entre la télé d'hier et d'aujourd'hui? Chez nous ou ailleurs? Moi, je pense que à l'époque, il y avait une certaine naïveté, beaucoup de volontarisme et beaucoup d'enthousiasme. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et il y avait de l'audace. Parce que en 91-92, c'était les années de plomb encore. Et pourtant, on avait fait des émissions en direct, en arabe dialectal, l'Iqa, en clair, sur le sida, sur la grève des transports, sur l'habitat anarchique, sur la prostitution. Et c'était des émissions, j'étais le patron de l'Iqa et je me rappelle d'ailleurs que lorsque j'avais dit à mes journalistes, on va faire l'Iqa en arabe dialectal, ils avaient refusé en disant que c'était une façon d'abattardir leur travail. Et j'avais dit non, c'est parce que c'est en clair et c'est une télévision pour les Marocains, par les Marocains, il faut qu'ils nous comprennent. Et ça avait eu un succès fantastique. Absolument. Fantastique. Après, tu quittes 2M, tu quittes 2M. Oui, bon. Des incompréhensions entre ça existe, personnes, tout ça. Je garde un très très bon souvenir de la télévision. Alors après 2M? Après 2M, Marcel Herzog, qui était directeur de la Vie Éco. Voilà, Marcel.
qui était aussi... Un autre de mes maîtres. Voilà, Marcel me dit, Fed, est-ce que tu veux pas prendre la rédaction en chef de la Vie Éco? Donc je me suis retrouvé dans la Vie Éco. C'était un hebdomadaire économique défendant le libéralisme. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Ouais. J'ai beaucoup appris parce que j'avais jamais dirigé une publication comme ça, d'importance. Elle était pro. Hein. Et c'était le premier hebdomadaire économique à l'époque. Et on avait une certaine influence. Et moi, ça m'a appris non seulement le métier de rédacteur en chef, mais aussi le discours économique. Voilà. Ouais. Voilà. Discours économique. Et puis en 95, les propriétaires... Une anecdote avec Marcel qui était un monument pour moi, parce que moi, petit journaliste, quand je débarque à la Vigie marocaine, il y avait une drôle de rédaction, il y avait Marcel Herzog, il y avait Max Maurice, il y avait pas mal de grands noms du journalisme marocain, et nous, en fait, le moment... un des plus beaux moments, c'était le matin, lorsqu'on allait au Marignan prendre le petit déjeuner, tu vois. Ouais. Et c'est le seul moment où cette barrière maître-élève était abattue, tu vois, autour de ce café crème et de ce croissant, tu vois. Moi, j'ai pas d'anecdote particulière, mais ce dont je me rappelle avec émotion, c'est que Marcel Herzog, lorsqu'il donnait des responsabilités à quelqu'un, il lui laissait les assumer. Voilà. Quand il y avait la conférence de rédaction, c'était moi le rédacteur en chef. Marcel venait, il assistait, il prenait des notes, il intervenait, mais c'est moi qui fixais le sommaire, le chemin de fer, etc. Il s'est délégué. Voilà, et ensuite, il venait, il regardait le montage sur écran, etc. Et il donnait son avis. Il faisait son billet, il me disait, Fed, voilà, je te donnerai à telle heure, parce que c'était moi qui étais responsable du bouclage et pas lui. C'était un mec qui avait du respect pour la profession. Ouais. Pour ses journalistes et pour ses collaborateurs. Voilà. Et ça, aujourd'hui, tu vois un mec de 30 ans, 40 ans qui est rédacteur en chef comme ça, paf. Mais non, j'ai rien contre mes collègues qui sont plus jeunes, au contraire. Mais ça s'apprend. Absolument. C'est quelque chose qui se mérite. Qui se mérite. Et oui, c'est vrai. Voilà. Alors, école de journalisme, est-ce que tu as fait l'école de journalisme? Non, j'ai fait l'école de la pratique. Voilà. J'ai un bon niveau universitaire. Une bonne culture générale, je pense, une bonne connaissance de mon pays. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon journaliste? D'abord, il faut connaître au moins bien une langue. Ouais. Deuxièmement, il faut avoir une certaine curiosité intellectuelle. Hein, il faut être capable de s'intéresser à tout ce qui tombe, tout ce qui se passe autour de vous. Et troisièmement, il faut avoir envie de le rendre, de le restituer, soit par la parole, soit par l'écrit, soit par l'image. Et quand on a envie, alors on apprend. Mais devenir journaliste par accident parce qu'on a raté le concours d'entrée à la fac de médecine ou à l'architecture, ou parce qu'on n'a rien d'autre à faire, non. C'est pas comme ça. Alors, quand est-ce que la Nouvelle Tribune? La Nouvelle Tribune, je l'ai fondée en novembre 95 et son premier numéro est paru le 16 janvier 96. Voilà. Donc ça va. Comment te vient l'idée de créer ce... J'étais en désaccord avec le propriétaire de la Vie Éco à l'époque. Et donc, qui était de l'Est européen, de l'Est français, non? Oui, c'est ça. Voilà. Je préfère ne pas le nommer. Et donc, il m'a demandé de partir. Donc, je lui ai demandé des indemnités de licenciement. Et comme je travaillais bien et qu'il n'y avait pas de faute professionnelle, ces indemnités de licenciement étaient conséquentes. Donc, je me retrouvais à la tête d'un petit pactole. Et mon épouse, à FIFA, m'a dit, Fed, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas recommencer à vendre ta plume? À l'époque, c'était donc en 95, j'avais 43 ans. Elle m'a dit, tu ne crois pas qu'il serait temps que tu essayes de faire ton propre journal, un peu dans la tradition familiale, parce que Ali a fait des journaux. Et je dis oui. Et donc, elle est financière, elle était professeure de gestion FI à l'ISCAE. Et donc, on a concocté un business plan et on a fait le tour des investisseurs. Et on a trouvé l'argent et on a monté la Nouvelle Tribune. Et je n'ai pas regretté. Elle avait raison. Comment tu t'inscris? Comment la Nouvelle Tribune s'inscrit dans le panorama actuel? Bon, je ne fais pas référence à une autre publication dans le panorama actuel, mais nous avons un hebdomadaire sérieux, responsable. Je ne suis pas du tout dans le sensationnalisme. Je considère que d'abord, le premier devoir qu'on doit au lecteur, c'est d'écrire bien et de concevoir bien ce qu'on veut exposer. Deuxièmement, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'interpeller les gens avec des titres accrocheurs, mais qu'il y ait du contenu derrière le titre. Alors, peut-être que ça plaît moins à d'autres.
Et troisièmement, j'ai une conception. On n'appartient pas à l'école du sensationnalisme. Non, hein. non. Nous, on n'est pas sensationnel. Non, c'est pas ça. Hein. Moi, je vais mettre une nana en maillot à poil en une, ça m'intéresse pas. Absolument. C'est pas la ligne éditoriale de la Nouvelle Tribune. Mais en même temps, je dirige un hebdomadaire et aujourd'hui aussi un site, un portail internet qui s'appelle www.lnt.ma. Je me fais un peu de pub si tu permets. Oui. Hein, voilà, qui a 1 an d'existence et qui marche bien. Et nous, on a adopté un business model qui est mixte aujourd'hui, comme la plupart des journaux dans le monde. C'est qu'on considère que le papier n'est pas fini, n'est pas mort, mais que la presse passe immanquablement par Internet et les réseaux sociaux. Donc on est très attentif à ces évolutions. Pourquoi le papier n'est pas fini ? Le papier n'est pas fini parce qu'il y a 2 raisons. D'abord parce qu'il y a toute une génération qui n'est pas encore ou qui ne sera jamais Internet, Twitter, Facebook et web. D'une part, il faut les servir. Deuxièmement, parce que le papier, la Nouvelle Tribune, c'est le brand, c'est la marque, c'est l'origine de notre portail. Et troisièmement, parce que je pense que le papier peut apporter un recul qu'Internet ne donne pas. Alors, le papier, c'est peut-être les plaquettes tactiles. Hein, faut pas, c'est peut-être pas le papier, la pâte à papier, peut-être pas l'arbre, mais la lecture telle qu'on la voit de façon linéaire, etc., ça peut encore avoir de l'avenir, ou en tout cas une certaine pérennité. Et donc, l'intelligence du moment, c'est d'essayer de mixer les deux. Mais c'est vrai que, bon, évidemment, on lit peut-être un peu plus sur le net que le papier. Hein. Mais quand moi, je lis tous les jours, je lis un quotidien sportif français. Et tous les 2-3 jours, je suis obligé d'acheter la copie papier. Parce que c'est du bonheur, tu vois, c'est de sentir le papier. Mais un mec, un jeune de 25 ans, il a plus réflexe. Tu as beaucoup plus de détails, tu as beaucoup plus de... Et puis, il y a des approfondissements que tu ne peux pas avoir sur le net, hein, c'est sûr. Hein. Tout à fait. Donc, moi, je pense que... Il y a une analyse d'un match qui est différente. Je pense que si tu veux, pour l'information, la presse papier, elle est foutue. Mais pour l'analyse, je pense qu'elle a encore quelques années devant elle. C'est ma conviction. Et voilà pourquoi je suis contre les news. Je ne suis pas contre, mais je ne pense pas qu'un news magazine a de l'avenir. Par contre, un hebdomadaire d'information, oui, il a de l'avenir. Moi, je fais de l'analyse dans la Nouvelle Tribune. Je ne m'intéresse pas aux scoops de dernière minute. Mais essayer de donner un peu de recul à mes clients, mes lecteurs, ça, j'espère que j'y parviens. En tout cas, le fait qu'on ait 17 ans d'existence, c'est la preuve qu'on est plus ou moins parvenu. Et puis bon, c'est la réflexion. Pourquoi ? Parce que vous sortez en fin de semaine, c'est sûr. On sort le jeudi, on sort le jeudi et toute la... Le jeudi, c'est pas... C'était à l'époque, je te dis franchement, c'était pour se démarquer de la Vie Éco qui sortait le vendredi. Mais en même temps, l'exercice est relativement délicat parce qu'en réalité, tu fais ce journal le lundi, le mardi, le mercredi. Tu le donnes aux gens à lire le jeudi et ils doivent vivre jusqu'au dimanche soir. Et donc, dans le choix des thèmes, des articles, il y a aussi une certaine difficulté. Voilà. Il faut essayer de savoir ce qui va plaire, ce qui va durer. Quelle est l'importance que peut avoir un mensuel aujourd'hui ? Comment tu conçois un mensuel aujourd'hui ? Je vais te le dire très sincèrement. Est-ce que c'est viable ? Alors, je vais te dire, au Maroc, il y a 2 vérités dans la presse marocaine historique qui, à mon avis, n'ont jamais été démenties en termes de tirage. C'est la non-pérennité des quotidiens d'après-midi. Ils se sont toujours cassés la gueule et des mensuels. Parce que le Marocain n'aime pas attendre un mois pour avoir la suite de ce qu'on lui offre. L'hebdo, ça marche. Le mensuel, ça peut être des magazines de luxe. Mais c'est des tirages qui sont relativement... Genre monographie, quoi. C'est-à-dire, ou alors peut-être un dossier. Voilà, des dossiers, des belles photos, des reportages. Là, j'ai un ami qui a lancé, qui a un journal touristique, et c'est un mensuel, je crois, et par exemple, ce mois-ci, c'est un spécial spa. Voilà, d'accord. Tu as tous les spas du Maroc, tous les hôtels, tous les... C'est une bonne manière de ramasser de la pub, d'ailleurs. Aussi, bien sûr. Voilà, c'est bien pour ça que c'est fait, à mon avis. Mais bon, c'est son droit, il a raison. mais ce que je veux dire, c'est qu'un mensuel d'analyse économique et tout ça, ça n'a jamais marché vraiment au Maroc. Les quotidiens comme La Vigie, Maroc Soir... La Vigie, quand même, il y avait un drôle de tirage. Hein. Oui, mais... La Vigie marocaine, c'était à l'époque, ils disaient le plus fort tirage d'Afrique du Nord. Ouais, le tirage, mais pas le plus fort de vente. C'était pas le Matin du Sahara, c'était pas le Petit Marocain, c'était La Vigie. Mais c'était pas le plus fort de vente. Hein. Tu sais, moi je pense que c'était un peu exagéré parce que ensuite on a bien vu que les gens, ou alors la preuve, c'est que même les journaux du matin,
ils sont lus le soir par les Marocains. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur les avenues de Casablanca. Deux gros titres quotidiens en arabe qui se font concurrence. Ils sont proposés dès 5h de l'après-midi. On va s'accorder une autre pause musicale, avec un chanteur marocain. Alors pourquoi Houssine Pourquoi Houssine Slaoui? Slaoui. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est un des premiers chanteurs marocains qui a franchi les années, les décennies. Et parce que quand on était gosse à Paris, mon père nous chantait des chansons de Houssine Slaoui. Et j'ai choisi celle de l'américaine parce qu'elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais un communiste qui chante l'américaine, c'est... Oui, mais parce que moi, tu sais, j'ai été communiste j'ai été aux États-Unis plusieurs fois et c'est un grand pays, c'est un beau pays, c'est un pays très diversifié et j'ai de l'admiration pour les États-Unis. Peut-être pas pour sa politique extérieure et notamment actuellement. Ils ont des comportements un petit peu soviétiques aussi, même aujourd'hui encore. Voilà. Mais bon, et Houssine Slaoui, il a parfaitement décrit l'impact fort, le bouleversement qui a induit le débarquement des Alliés en novembre 1942 à Casablanca, l'opération Torch, parce que ça a bouleversé la société marocaine. Le chewing-gum, le jean, le taxi, commande, ok, bye bye, etc. Les Américains ont introduit une certaine forme de modernité, alors que le protectorat français, c'était plutôt la chape sur les indigènes. Voilà. Alors, Houssine Slaoui, l'américaine. Houssine Slaoui, l'américaine. Donc, retour Lino Café avec mon invité, Fad Yatta. C'est vrai, l'opération Torche. L'hôtel d'Anfa. La conférence de Casablanca. L'affirmation de la souveraineté du Maroc à l'issue de l'entrevue entre le président Franklin Delano Roosevelt et Sa Majesté Mohamed V. C'est un moment très fort. Et puis ça a débouché très vite sur le manifeste. C'est pour ça qu'on ne s'est pas gêné d'abattre l'hôtel. Oui, mais ça, c'est des erreurs historiques. Mais à l'issue de cette entrevue, il y a eu le manifeste du parti l'Istiqlal en 1944. Le manifeste de l'Istiqlal qui donnait naissance ensuite au parti. Mais voilà, il ne faut pas nier ce rôle. La politique de décolonisation à l'époque, elle était portée par les États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce que ça a été une erreur de fermer les bases américaines au Maroc? Certainement pas. Non. En tout cas, moi, je pense que c'est peut-être une erreur pour ceux qui faisaient le trafic, qui achetaient des trucs. Pour ceux qui recevaient les disques. Je sais pas. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat d'État. Elle porte sur les États-Unis d'Amérique et l'indépendance du Maroc. Et en 1952, à Casablanca, à Noissar, il y avait des B-52 porteurs d'ogives nucléaires. C'est-à-dire que le Maroc était une cible potentielle en cas de conflit entre l'Est et l'Ouest. Et en pleine guerre froide, c'était ignoré des Marocains. Et c'était peut-être même ignoré des autorités du protectorat, mais c'était su des généraux français et de l'armée de l'air américaine. Donc moi je pense que la première matérialisation de l'indépendance de la souveraineté, c'est ne pas de soldats étrangers sur son sol. Et Sa Majesté Mohamed V et le mouvement national ont eu raison d'exiger le départ progressif des troupes américaines et françaises. Les non-alignés, alors justement, est-ce que ça existe toujours les non-alignés? Oui, le mouvement existe toujours, mais les non-alignés sur qui, sur quoi? Les non-alignés au départ, c'était... Ça n'a pas été remplacé peut-être par un mouvement qui réunit le Brésil, l'Iran, toutes les nouvelles puissances économiques, Chine. Peut-être. Il y a les altermondialistes, qui est une vision non étatique. Du non-alignement, en tout cas de la lutte contre la domination capitaliste et la mondialisation, etc. Mais je crois que le groupe là aujourd'hui de l'Iran, etc., c'est plus une alternative face aux entités qui sont proches, aux États qui sont proches des États-Unis, de l'Union européenne, etc. Le mouvement des non-alignés, historiquement, il a eu un sens au moment de la conférence de Bandung et pendant quelques années. Mais ensuite, c'était plutôt un allié, un compagnon de route du système socialiste. La mondialisation, un mal nécessaire? La globalisation? C'est pas un mal nécessaire, c'est une réalité. Et les gens ne comprennent pas que la mondialisation, c'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène aussi ancien que l'histoire. L'Empire romain, c'était la mondialisation des échanges, mais à l'échelle du bassin méditerranéen. D'accord ? Quand Marx et plus tard Lénine ont décrit l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, c'est la dénonciation de la mondialisation des échanges. Et lorsque
les colonies britanniques, françaises, espagnoles, portugaises se sont créées, quand il y a eu les empires coloniaux, c'était une forme de mondialisation. D'accord ? C'était le pavillon. Le Commonwealth existe toujours. Ouais, mais bon, aujourd'hui. c'est une structure simplement, comment dire, Économique quand même. oui et non. Non ? Si, il y a certains, il y a, je pense, des accords qui permettent des droits d'entrée limités pour les produits de Nouvelle-Zélande, pour le beurre de Nouvelle-Zélande en Angleterre, par exemple, ou des textiles ougandais à Londres, et vice-versa. Mais ce n'est pas des grosses structures très fortes. Hein. Peut-être. D'ailleurs, ils ont leur propre monnaie le plus souvent. Ouais. Fadiata et le sport. Ah ben, j'aime le sport. Parfois de mon fauteuil en regardant la télé, mais j'aime le sport. Tu n'as jamais pratiqué ? Tu as pratiqué, oui. J'ai joué au rugby quand j'étais jeune. Ouais. Parce qu'on habitait à Loisy, il y avait pas loin les stades de la ferme bretonne, le Coq, le Ruc, etc. Tu as joué où alors ? J'ai joué à l'ASC, c'était la police. À l'AS Police. L'AS Police. Là, tu m'épates. Non, mais parce que franchement, avec tous les clubs. Non, mais parce que notre toi, le fils d'Aliata, tu vas jouer à la police. Non, mais c'était. D'abord, j'étais jeune et les flics qui étaient pas en démagogie, uniforme. ça. Les flics étaient en C'est short. pas la démagogie, ça ? Non, parce qu'on avait un prof de gym qui s'appelait Monsieur Lemani. Et qui était l'entraîneur de l'équipe de l'ASC. Et Nadir et moi, on était gros, forts. Le Mani. Voilà, monsieur Le Mani. Ex-Ruc. Voilà. Et il nous amenait, l'AS Police s'entraînait au Coq. Ouais. Et on allait jouer au Coq. Ouais. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai connu Kabal El-Hlo. Il était prof de gym à l'époque. Donc, on a joué quelques années au rugby au Coq, mon frère et moi, mais avec l'ASC. Et après, vous avez arrêté Après, on a arrêté quand on est parti. Quand on a grandi au lycée, etc. Mon frère, lui, il allait jouer au foot avec ses copains. Moi, j'allais au stade, parce que c'était un plaisir d'aller au stade d'honneur à l'époque. On ne se faisait pas ni tabasser, ni engueuler, ni cracher dessus. Les autobus n'étaient pas renversés, ni brûlés. Les devantures restaient en place. Il n'y avait pas de hooligans. On était oui daddy jusqu'à la mort, d'autres étaient dans la Rajaoui et on s'embrassait en sortant du terrain et on se côtoyait. Il n'y avait pas cette espèce de dérive incroyable et inacceptable et intolérable. Alors on dit en fait que on dit que la violence, c'est une violence qui est étrangère au football et qui profite justement de ces grandes messes, de ces matchs de football pour se développer. Moi, je pense que c'est l'expression d'une frustration fantastique chez les jeunes. Effectivement, ils sont privés de tout et leur seul exutoire, c'est d'abord s'identifier à une équipe et à des jeunes qui eux, ont réussi par leurs jambes, qui gagnent de l'argent, qui sont des vedettes, mais en même temps, de cette occasion pour exprimer, exhaler leur mal-être. Et il faut une politique de la jeunesse qui soit beaucoup plus... Il ne faut pas tolérer le hooliganisme et les débordements au sortir des matchs. Mais il faut essayer de leur apporter des solutions et des remèdes qui ne sont pas uniquement répressifs. Voilà, je crois. Est-ce qu'il faudrait... est-ce que tu as l'impression qu'on se penche véritablement sur ce problème-là ? Non, pas du tout. C'est un petit peu comme les accidents de la route. Voilà. On dit à chaque fois, à chaque accident, on dit bon, il faut, mais Moi, je veux seulement que nos auditeurs réfléchissent à une chose. Nos auditeurs et les autorités de la ville. Qu'est-ce qui va se passer pour le tram quand il y aura un match, un derby à Casablanca ? Est-ce qu'ils vont arrêter les rames ou on va les renverser ? Je pose la question. Voilà. Pour le tram, un mal Tobisset, c'est un ciao, ça fait. Alors, est-ce que tu as un souvenir particulier d'un match de foot, hein, le match où tu te dis « Ah, c'est super, tu sors du stade, tu es super content ». Est-ce que c'est un match d'équipe nationale ? Est-ce que c'est un match du WAC ? Est-ce que c'est un derby ? J'ai deux souvenirs à propos du foot. Le premier, c'est un souvenir triste, c'est quand le Maroc avait pris 6-1 contre l'Algérie. 5-1. 5-1. 5-1. C'était en 79. Non, j'étais pas, on regardait à la télé. Ah, tu regardais à la télé. Et mon père, Allah yarhamou, il ne connaissait rien au foot. Et il était catastrophé par la défaite du Maroc. Mais en plus, quand il y avait la répétition de la Rougada, il disait aïe, ils ont marqué un autre but. Je disais non, papa, c'est juste la répétition. C'est juste la répétition. Mais il était catastrophé. Et je pense que le meilleur souvenir que j'ai, c'était le but de Hummen contre l'Allemagne. 70. Voilà. Ça, c'était en noir et blanc, un samedi soir. Voilà, ça c'était magnifique. On était tous à la maison. C'était magnifique. Mais les matchs d'Espagne, quand on voyait la TVM qui nous retranscrivait les matchs en espagnol, il n'y avait pas de traduction. Oyoyo, marca, non, c'était saca la pelota Gento, Amencio, Pirri, tout ça. Voilà, c'était. Et oui, on a grandi avec la répétition de la Jugada. Avec la répétition de la Jugada. Voilà. Donc c'est ça le foot pour moi. Aujourd'hui, est-ce que tu vas au foot ? Malheureusement, non.
Non, parce que... Même pas à Marrakech Alors, je vais te dire un truc. Est-ce que tu as déjà mis les pieds au stade de Marrakech? Oui, Les grands stades? oui. Oui, alors? Ben, je le trouve magnifique. Ouais. Je trouve magnifique et je trouve que Marrakech mérite un tel stade et j'espère que Casablanca aura le sien rapidement. Hein, parce que c'est un peu le... Comment ça s'appelle le serpent de mer. Hein, Ouais. On voit la bosse et puis il disparaît, on ne voit plus. Ouais. Mais avoir un stade comme le stade Mohamed V en plein milieu de la ville, c'est devenu un non-sens Ouais. géopolitique, géostratégique, etc. Les Jeux Olympiques de Londres, qu'est-ce que ça t'a... Quelle a été ta réaction Je vais te dire, après la prestation de nos athlètes? la honte, la confusion. Moi, j'accepte parfaitement qu'un sportif ne soit pas à la hauteur et que peut pas être champion, qu'il c'est gâche sûr. ces Jeux Olympiques. Ce que je n'accepte pas, c'est que des jeunes qui ont été privilégiés pendant 4 ou 5 années, qui ont reçu 40 ou 50 000 dirhams par mois et qui portent le drapeau national sur eux, puissent être accusés de dopage. Ça, je trouve ça inadmissible. Et j'en veux pas aux dirigeants des fédérations, j'en veux pas au comité national olympique, j'en veux aux jeunes eux-mêmes. Parce qu'ils ont... Quel exemple ils ont donné à nos jeunes. Tu te drogues, tu te prends des substances illicites pour être le premier. C'est pour ça qu'on t'a choisi et que tu représentes le Maroc, que tu défiles devant la communauté internationale sportive. Et moi, je pense que si j'en avais eu l'autorité, je leur aurais demandé des comptes, ne serait-ce qu'ils rendent l'argent qu'on leur a donné. Oui. Voilà, ça, moi, c'est ça ma conviction, et ça m'énerve de penser. Mais taper sur Ahizoun, sur le Fessi ou sur le Hello, non. C'est dans l'esprit de ceux qui se disent, pour arriver, il faut que je triche. Comme on triche aux examens, comme on triche au feu rouge. C'est cette mentalité-là qu'on doit combattre. Et par l'exemplarité, par la sévérité. Alors, oui, ça c'est fort hein, quand même. Ouais. Je m'attendais pas à ce que Fadiata soit aussi Virulent. Non, pas virulent. En fait, tu dis haut ce que tous les Marocains pensent très bas, quoi. C'est tout. J'ai des convictions, je Voilà. les exprime Donc, quand on m'en donne l'occasion. C'est sûr. Quand on m'en donne l'occasion. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer le sport au Maroc? Est-ce que tu as ta petite idée? Je ne sais pas moi, mais je suis absolument pas un Est-ce que tu es d'accord qu'à travers le sport, on peut quand même faire du développement humain à travers le sport? Écoute, il faut comprendre une Ce chose. sont des grands mots. Quand Le on premier dit, parti politique au Maroc, c'est le football. Ouais. Le premier mobilisateur de la jeunesse, celui qui peut générer l'enthousiasme, l'attachement et l'amour du pays, c'est notamment le football. Notamment le football. Il n'y a qu'à voir les explosions de joie quand on met la piquette au Burkina Faso ou l'année dernière à Paris quand on avait battu l'Algérie, etc. Et les commentaires, les passions, l'enthousiasme ou la colère que suscitent les victoires ou les défaites. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est un formidable outil de mobilisation, de conscientisation et de mise à niveau de notre jeunesse. Et on l'utilise mal, très très mal, me semble-t-il. On ne l'utilise pas assez, ce levier-là. Ce levier-là n'est pas assez utilisé. Alors, on est en fin d'émission. Ouais. On s'adresse, il y a quelques jeunes qui nous écoutent. Hein. Généralement, c'est ceux qui écoutent Inno Café, ce sont, je ne sais pas si les gens de notre âge, mais... Les jeunes font la grâce matinée le samedi. Les jeunes écoute aussi. Non, Radio Mars, c'est une radio populaire. Non, on s'adressera peut-être à leurs parents, qui leur diront. Un jeune aujourd'hui veut devenir journaliste. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Oui ou non? Bien sûr. C'est le plus beau métier du monde. Alors pourquoi c'est le plus beau métier du monde? C'est le plus beau métier du monde parce que le journalisme, c'est la profession qui te permet chaque jour, et maintenant à chaque minute avec Internet, d'avoir une idée, une information, de savoir quelque chose avant les autres. Et parfois mieux que les autres. Et qui te donne la possibilité de la communiquer aux autres. Donc, tu as un travail d'intermédiation entre la source et le public. Quel que soit le support, que ce soit radio, télévision, web, presse écrite. Donc, mais c'est un métier qui a ses règles et qui a avant toute chose, et j'insisterai jamais là-dessus, son éthique. Les journalistes,
Il faut qu'il respecte autrui, son public, les valeurs. Il faut qu'il soit honnête, il faut qu'il soit engagé. Moi, je ne crois pas à l'objectivité, je crois à l'honnêteté intellectuelle. L'objectivité, c'est dans les sciences, c'est dans la physique, la chimie, les mathématiques, pas dans la presse. Mais l'honnêteté intellectuelle... Donc tu es d'accord lorsque à Radio Mars, on est obligé de décliner son appartenance? Bien sûr. Moi, un, il est Rajaoui, l'autre, il est Ouidadi, l'autre, il est Jichi, l'autre, il est Massaoui, l'autre... Bien sûr. C'est pas gênant? Non, il faut nommer un chat un chat. Pourquoi? Moi, je suis Rajaoui, je le dis. Je suis Ouidadi, je le dis. Et j'explique pourquoi. Ouidadi, toi. Moi, je suis Ouidadi, mais j'explique pourquoi je le suis. Et qu'est-ce qui me plaît? Et ça peut être que seulement sentimental, ça peut être affectif, ça peut être familial. Mais je le dis. Pourquoi? Il ne faut pas avoir honte de ses convictions. Mais il ne faut pas chercher à imposer ou à travestir la réalité au nom de ses convictions. Il y a un peu d'amertume quand tu parles de journaliste marocain. Pourquoi Parce que j'ai 35 ans de métier environ. Et aujourd'hui, quand je vais dans des conférences de presse, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une salle pleine, il y a 150 journalistes, toute périodicité confondue, tout support confondu. Et il y a un bonhomme, un ministre ou un dirigeant d'entreprise ou un responsable d'une institution publique qui vient, qui loue un hôtel, qui leur offre des petits fours, du café, etc. Et là, les buffets sont pleins. Et quand la conférence de presse commence, les mecs, ils prennent les dossiers de presse, ils s'assoient et personne ne parle. Il y a 4-5 questions par conférence de presse. Alors c'est quoi ces sahaféines-là? C'est quoi ces journalistes? Ça, c'est la première chose. C'est pas demain que tu sois président de l'ordre des journalistes marocains. Je ne l'aspire pas. Ça, c'est peut-être que je vais me faire des ennemis. Il n'existe pas. Non, mais il n'existe pas l'ordre. Il existe l'ordre des journalistes. Il y a le syndicat, il y a la fédération, etc. Bon. Et le deuxième truc que moi je reproche... C'est pour ça, peut-être, parce qu'il serait peut-être temps de constituer l'ordre des journalistes, peut-être? Ça peut servir? J'ai pas ce genre d'ambition, peut-être. Si certains veulent faire carrière, ça serait certainement bien pour eux. Le deuxième truc que je reproche... Non, parce qu'en Europe, tu peux pas être directeur de journal si tu n'es pas... Non, mais nous, on a des directeurs de journaux qui ne sont pas journalistes. Mais moi, je suis journaliste d'abord. Je ne suis pas directeur de journal, je suis journaliste. J'écris tous les jours. Tu peux être éditeur, mais si tu n'as pas ta licence, entre guillemets, ta licence de directeur de journal, tu peux pas être directeur de Corriere della Sera ou du Figaro ou de... Moi, je pense qu'un bon directeur, un bon patron de rédaction, en tout cas, il doit pratiquer le métier. Ça, c'est clair. La deuxième chose que je reprocherais aujourd'hui, c'est le fait qu'on se présente aux conférences de presse dans des tenues qui ne sont pas correctes. Je suis désolé. Le mec qui vient en blouson et en jean, c'est pas vrai. Les journalistes au Maroc, globalement, sont beaucoup mieux payés qu'avant. Beaucoup mieux. Pourquoi? Il faut mettre... Je veux pas qu'on vienne en smoking à une pape, non. Mais surtout les journalistes hommes. Allez, on s'amène avec le blouson, le jean, pas rasé, on traîne des pieds, on s'assied, on attend que ça passe et on rentre à la rédaction. Ça fait un télo, mais ça devrait pas te choquer, toi, l'ancien communiste. Mais comment? Mais moi, le communisme n'a jamais signifié la misérabilité. Le communisme, c'est la dignité, c'est le respect. En tout cas, moi ce qui vaut plus que le communisme, c'est la dignité, le respect de soi et donc des autres. Moi, quand je vais à une conférence de presse, d'abord, je m'astreins à poser une question. Non, mais ça fait un peu gauchisant, tu vois, le gars qui arrive en jean, en truc, il dit, moi, parce que la cravate... Ça veut dire que Maando Jdamir Mehni, ça veut dire qu'il s'en fout, il est là parce qu'il est obligé d'y être. Il n'est pas là parce qu'il est en face d'un mec qui a des choses à dire et il faut qu'il l'interpelle sur ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on est journaliste, on est là pour interpeller, poser des questions, les restituer et ensuite, si on veut, faire un commentaire. Mais séparer l'information du commentaire. Voilà mes convictions de journaliste. Et bon, là, à t'entendre, les pourcentages, je ne veux pas donner de pourcentage, mais entre les bons et les mauvais, il y a un fossé peut-être, non? Il y a un fossé énorme. Ouais, je vais te dire, il y a les bons, les brutes et les truands. Les bons... Les bons et les brutes et les truands, c'est peut-être les éditeurs, là, les propriétaires de journaux, tout ça. Ils ne seraient pas coupables un petit peu? Mais je pense qu'il y a une responsabilité collective. Il y a une responsabilité collective. Il y a le fait qu'on peut entrer dans la profession. N'importe qui peut être éditeur. Il suffit de déposer CIN, une liste et un truc au tribunal, auprès du procureur du roi du tribunal d'instance de Casablanca. Et on s'auto-proclame éditeur. Alors qu'on ne peut pas être médecin, avocat, pharmacien, même taxi driver, comme ça. Il y a des conditions, il y a des préalables. Nous, on ne les a pas chez nous. Donc n'importe qui peut éditer n'importe quoi. Et donc, moi, je pense que c'est à l'entrée dans la profession qu'effectivement. Et puis ensuite, moi, je pense que nous, on a le devoir d'aider nos confrères, les jeunes, à mieux appréhender les règles de la profession, les métiers. Et ça passe beaucoup plus que par la répression, par l'autorégulation.
Et là, on attend tous la mise en place des instances, Conseil supérieur de la presse, etc., qui permettraient de faire respecter l'éthique et la déontologie journalistique par l'ensemble de la profession. Ce que je souhaite. Là, c'est un petit peu le syndicaliste qui parle, non? Non, non, je suis pas syndicaliste. Moi, je suis pas membre du SNPM, mais je suis membre de la FMEJ, mais j'ai une attitude un peu Ouais. à la marge. Non, moi je pense qu'il faut que la profession s'autodiscipline, s'autorégule. C'est le meilleur moyen d'évoluer. Alors, en conclusion, je ne veux pas qu'on reste sur cette impression-là. Hein, Ouais. parce qu'ils vont dire, ouais, en fait, c'est Lino a déteint sur... Sur Fed. Sur Fed, parce Non, que non. Lino râle toujours. Il dit toujours à son époque, c'était meilleur, c'était Mais mieux, c'était plus beau. Je sais pas si tu c'était vas me plus censurer, mais captivant, quoi, on est devenus des vieux cons, c'est ça? Alors, non, mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. On adore les jeunes et moi, je suppose que dans ta rédaction, tu en as, moi j'ai comme nous, on en a beaucoup dans notre radio. comment te dire, j'ai envie que les journalistes soient des modèles pour la jeunesse marocaine. Voilà ce dont j'ai envie. Qu'ils soient des modèles. Qu'on soit les meilleurs. J'ai compris ce que tu veux dire, Fad. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, hein, il m'arrive avec mes années de journalisme, hein, les gens qui ne me connaissent pas, par exemple, tu vois, qui me croisent pour la première fois, au hasard d'une manifestation, d'une conférence de presse, Ouais. et ils ont ce petit sourire narquois. Ouais. Zama, journaliste, Sarafi, oui, tu es comme les autres. Parce qu'il faut dire que beaucoup d'entre nous ont une mauvaise renommée. Et donc, ça nous cause du tort. Ben oui, c'est un petit peu comme Koueri. Koueri. Ouais. Alors ici, maintenant, on dit, c'est un journaliste. Et ça, je crois que on devrait s'ériger fortement contre ça. Tout à fait. En tout cas, moi, je pense que c'est le plus beau métier du monde, qu'on a des jeunes journalistes qui sont dynamiques et compétents, et que c'est cela qu'on devrait pousser en avant, mettre en avant, aider et leur donner l'occasion de devenir encore meilleurs. Ouais. On vous le répétera jamais assez, hein, en conclusion. Hein. On va écouter un dernier morceau. On va se quitter avec James Brown. Oui, hein. oui. Alors, James Brown, Sex Machine, je ne sais pas, 11h du matin. C'est samedi, mon ami. Samedi. On se quitte en musique avec James Brown. Ouais. Merci, Fad, d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir fait parler. C'est un pur bonheur. Merci. Hein. Pour moi aussi. Et puis, merci pour ta franchise. Bah, hein. Je ne change pas, tu sais. Voilà, mais il faut pas changer, il faut rester comme ça. Non, mais je n'ai pas l'intention. Voilà. Merci beaucoup, Lino. Merci beaucoup, Fad. Voilà. À très bientôt. Inch'Allah.